On a posé un projet il y a 4 ans et aujourd'hui on commence à en récolter les fruits. Et c'est extraordinaire, il faut savoir d'où l'on vient et où l'OGC Nice se positionne aujourd'hui. Il y a eu une progression qui a été très très rapide et assez énorme de la part du club. Ils sont la sensation du championnat. À la lutte avec le PSG et Monaco sur le podium, les Niçois rayonnent sur les pelouses de Ligue 1. Ils confirment leur prometteuse 4e place, acquise la saison passée, le fruit d'un travail entamé il y a 4 ans avec Claude Puel. Grâce à l'arrivée de Claude Puel, je dirais que le club a commencé à grandir d'une façon intéressante. 4 années de reconquête sportive, de profonds bouleversements au sein du club, entremêlés de périodes de tension entre Claude Puel, sa direction et les supporters, jusqu'au divorce l'été dernier et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Lucien Favre. Je pense que Claude nous a beaucoup apporté, mais il y avait pour moi des points qui n'étaient pas suffisants. Le génie de Nice, c'est d'avoir Puel dans une main et Favre dans l'autre. Et là, oui, là tu te demandes vraiment comment ils ont fait. Nouvel entraîneur, nouveaux investisseurs et un mercato d'été retentissant, avec notamment la signature de la star italienne Mario Balotelli. De nouveaux moyens pour installer durablement le club parmi les meilleures équipes françaises. C'est ça qu'il faut peut-être améliorer dans le futur, c'est trouver une stabilité, pas que ce soit les montagnes russes. Voilà, c'est ça. C'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre culture, c'est dans nos gènes. Et aujourd'hui, Nice est de retour. Le retour de l'OGC Nice au premier plan s'est amorcé le 5 juillet 2011. Jean-Pierre Hivert, un homme d'affaires niçois qui a fait fortune dans l'immobilier, devient ce jour-là président et actionnaire majoritaire du club, en injectant 12 millions d'euros. Il souhaitait racheter la totalité du club avec son associé. Et au dernier moment, son associé n'a pas voulu rentrer dans le club. Et c'est moi qui lui ai proposé à ce moment-là de rentrer à 50%. Donc on était à égalité 50-50, mais il fallait que quelqu'un dirige. Donc à l'époque, j'avais accepté qu'il ait 51 et nous 49. Il fallait quand même combler à peu près, tous les ans, 8 millions de déficit. Et tous les ans, il fallait vendre un joueur ou 2 joueurs. À la fin de la journée, il ne restait plus de joueurs à vendre aussi. Comment faire? Et il y a eu, je pense, l'excellente opportunité, en accord, tous les actionnaires, de céder la majorité à Jean-Pierre Hivert. Éric Roy est alors l'entraîneur d'une formation niçoise à la dérive, qui va se battre toute la saison pour assurer son maintien. Il sera remplacé par René Marciglia quelques jours après une défaite, le 6 novembre à Marseille 2-0. Au cœur de l'automne, les Aiglons sont relégables. La première saison, je me dis, il y a beaucoup de choses à changer. Il y avait un travail colossal partout. La seule ambition du club, mais quand je dis du club, c'est en interne, c'est les salariés, c'est les joueurs, c'est les dirigeants, c'est la presse, c'est les supporters, c'est surtout, il ne faut pas qu'on descende en Ligue 2. Je regarde, j'observe, et à un moment, vous faites un constat. Et quand le constat est pour vous effrayant, parce que la première année, quand j'arrive, on dépense beaucoup d'argent, et pour moi, très très mal. Donc la première année, elle est blanche. Mais quand on finit la première année, les caisses sont vides. Déjà qu'elles étaient vides avant qu'on arrive, on les a revidées très très vite. La nouvelle direction prend dès la fin de saison ses premières décisions d'envergure. Claude Puel est nommé manager général du club le 24 mai 2012. Éric Roy, devenu responsable du recrutement après son éviction du banc de touche et qui avait introduit Julien Fournier auprès de Jean-Pierre Hivert, est licencié 3 semaines plus tard. Très brutalement, selon celui qui est devenu consultant et qui, toujours profondément marqué, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Très rapidement, on se dit, mais si on continue à avoir ce profil de joueurs, c'est-à-dire des joueurs expérimentés, des joueurs qui étaient dans des valeurs de combat, de duel, tôt ou tard, on aura un accident, on descend en Ligue 2, et puis pour remonter, ça va être
Donc il faut qu'on change tout et qu'on prenne des risques. Quand vous n'avez pas de moyens, vous êtes obligé d'abord d'être malin dans le recrutement, et ça c'est la cellule, on a une cellule qui travaille très bien et qu'on a densifiée aujourd'hui. Il faut un coach qui n'ait pas peur de lancer des jeunes. Si vous n'avez pas de moyens, il faut aller chercher les jeunes. Et dans notre projet, un des points, il y en a beaucoup, il y avait les jeunes. Et Claude a cette capacité à ne pas avoir peur de lancer des jeunes. La première année où je suis arrivé ici, mais j'arrive, mais en short. C'est-à-dire que bon, il fallait vraiment y croire à un projet, parce que j'arrive dans un club qui a des millions d'euros de déficit, qui est presque interdit de recrutement, du moins interdit de recrutement à titre onéreux par la DNCG. On recrute que des joueurs de deuxième division que personne ne connaît, et gratuitement. Il y a 15 joueurs qui s'en vont de l'effectif, 9 joueurs qui arrivent nouveaux que personne ne connaît. Claude, il a fixé un cap. C'est-à-dire qu'on lui a donné un projet entre les mains, on lui dit voilà où on veut aller, mais nous on ne sait pas, sur le terrain on ne sait pas comment on y va. Et lui il a tout mis en musique, c'est-à-dire que c'est lui qui a imposé des profils de joueurs. Il y avait un gros travail de fait déjà à la formation, mais c'est lui qui a imposé des profils de joueurs, encore une fois sur 2 critères, l'intelligence et la technique. Qui ne saute pas n'est pas niçois. Hey, qui ne saute pas n'est pas niçois. Hey, qui ne saute pas n'est pas niçois. Les résultats sont immédiats. Dès leur première saison avec Claude Puel, les Niçois terminent 4e du championnat et se qualifient pour la Ligue Europa, 15 ans après leur dernière participation à une Coupe d'Europe. My baby got useless ways to play. Mais ce qu'on a réalisé cette saison, c'est fabuleux, avec un groupe aussi jeune et aussi inexpérimenté, mais qui a été magnifique. C'est une très belle récompense. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas s'enflammer. C'est un coup d'accélérateur et on va essayer de l'utiliser au mieux. Les 2 saisons suivantes seront pourtant celles de toutes les crispations. 17e puis 11e, le club rechute brutalement. La période est marquée par l'affaire des fils Puel. Paulin, le plus jeune, et surtout Grégoire, latéral droit titulaire de l'équipe professionnelle, cristallise les tensions autour des mauvais résultats du club. Au printemps 2015, les ultras niçois manifestent à plusieurs reprises leur défiance et leur colère à l'encontre des dirigeants et de Claude Puel. Pour nous, le gym, ça a toujours été comme une famille où il y a eu des hauts, des bas, des accrochages, mais on a toujours su se dire les choses en face avec la direction du club. Ce que Puel n'a pas accepté, quoi. Quand on a voulu éclaircir les choses avec lui, il a refusé le dialogue, s'est fermé complètement, a pensé à la carrière de ses fils, au détriment des résultats de l'équipe et du club. C'était partout. C'était dans les conversations, c'était quand on avait le président au téléphone, quand on avait Julien Fournier au téléphone, les supporters parlaient que de ça, le vestiaire en parlait. C'était malsain, quoi. C'était malsain. Et après, on pense qu'on veut de la qualité du joueur, de Grégoire et tout ça, mais ça cristallisait un certain nombre de choses autour de ça. C'était récurrent, c'était le dossier. Et tout tournait autour de ça en permanence. Le fait d'avoir fait jouer son fils, ça a vraiment amené des gens à plus venir au stade. Et un désamour, quoi. Les gens n'aimaient plus venir à cause de ça. Ça a vraiment cassé quelque chose. À l'été 2015, les dirigeants niçois décident de se séparer de Grégoire Puel. Sa dernière année de contrat lui est payée. Dans un climat apaisé, du moins en apparence, la 4e saison de Claude Puel avec Nice sera celle de toutes les promesses, incarnée par un homme, Hatem Ben Arfa. Libre depuis son départ du club anglais d'Hull City 6 mois plus tôt, l'attaquant français est arrivé chez les Aiglons grâce à l'un de ses amis et futur coéquipier, Mathieu Bonnemer. Ça me faisait chier qu'il ait cassé son contrat à Hull City, que je le vois jouer au foot 5 à Argenteuil. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un message, on a parlé, on a échangé. Je dis voilà, on va tenter le coup, et je suis allé voir le président, et quand je lui ai dit l'idée, comme j'ai dit, il y a beaucoup de présidents qui auraient dit non, il n'est pas sérieux, il fout la merde dans un groupe, il va rien nous apporter. Au contraire, il a été, oui, c'est un bon coup. En tant que personne, tu connais bien, il dit ouais, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas, l'image qu'il a des médias, c'est pas la réalité.
Il en a parlé avec le coach, et puis voilà, 2-3 jours après, il a eu Hatem au téléphone, et puis c'était quasiment réglé, quoi. L'arrivée d'Hatem Ben Arfa va recréer une dynamique au sein du club. Jeune et séduisante dans le jeu, l'équipe niçoise s'affirme au fil de la saison comme un candidat à l'Europe. En fin de contrat à l'issue de la saison, Claude Puel discute avec ses dirigeants qui souhaitent le prolonger rapidement. Claude, dès le mois de septembre, moi je suis dans son bureau toutes les semaines pour dire Claude, quand est-ce que tu prolonges? Claude, on est un club, on ne peut pas attendre le 30 juin pour savoir où on va aller. Parce que on est au mois de septembre, moi je veux commencer à construire le club pour l'année prochaine, mais maintenant. Donc j'ai besoin de toi tout de suite. Il faut qu'on se mette au travail. Lui a fait un choix de dire non, je vais attendre. Quand on voit Claude, septembre, octobre, novembre, décembre, on dit à Claude en décembre, Claude, je vous le dis, on va chercher un autre entraîneur. Peut-être qu'on prolongera ensemble, mais peut-être qu'on prendra un autre entraîneur. On lui dit pas une fois, on lui dit plusieurs fois. En coulisses, Julien Fournier et Jean-Pierre River étudient plusieurs pistes. Durant l'hiver, Fournier rencontre Jocelyn Gourvenec. Il déclinera finalement l'offre sur les conseils de Jean-Pierre Bernès, devenu entre-temps son conseiller. Selon nos informations, le puissant agent français expliquera aux dirigeants niçois que le club n'est pas assez grand et ambitieux pour le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. Jean-Pierre Bernès propose alors un autre technicien à l'OGC Nice, Michel Derzakarian, qui s'apprête à quitter le FC Nantes. Mais la priorité des dirigeants niçois est ailleurs. On s'est dit il faut trouver quelqu'un de supérieur à Claude. Très compliqué. On s'est dit il faut quelqu'un qui parle français, qui aime le beau jeu, et puis quelqu'un qui n'ait pas peur de lancer des jeunes aussi. Moi j'avais entendu parler d'un entraîneur à Mönchengladbach qui faisait du beau jeu, donc je disais tiens, il me dit oui je pense comme toi. Bon. Je me dis c'est celui-là et personne d'autre. Le 7 mai, à domicile contre Saint-Étienne, les Aiglons assurent avec panache leur 4e place et la qualification pour la Ligue Europa, au terme d'une saison spectaculaire, emmenée notamment par son trio offensif composé de Valère Germain, Alassane Plea et Hatem Ben Arfa, son leader d'attaque, auteur de 17 buts en championnat. À cet instant, Nice ne connaît toujours pas le nom de son entraîneur pour la saison suivante. Les dirigeants espèrent une réponse positive de Lucien Favre et proposent dans le même temps une prolongation de contrat à Claude Puel, sous certaines conditions. Est-ce que vous lui avez proposé une prolongation de contrat en bonne et due forme? Oui, on lui a proposé une prolongation de contrat, mais avec un point sur lequel moi j'étais intransigeant. Je ne vais pas préciser ce point-là. Et sur ce point-là, j'ai été intransigeant. Ce point concerne son fils? Non, je ne commente pas ce deuxième point. Ça, c'est entre Claude et moi. Il était inenvisageable pour Jean-Pierre River et Julien Fournier de repartir avec Claude Puel, avec Paulin Puel, puisque Grégoire était parti au Havre, avec Paulin Puel dans l'environnement proche de l'équipe professionnelle. C'était hors de question. River, c'était son obsession. Il était hors de question de prendre le risque de renouveler un nouvel épisode de ce genre. Donc je pense, et j'en ai la quasi-certitude, que dans les négociations, les dirigeants ont dit à Claude, écoute Claude, why not? Mais Paulin, il ne mettra pas un pied dans le groupe professionnel cette année. Et ça, pour Puel, c'était inacceptable. Si Claude avait dit oui, avait accepté cette condition, Claude Puel serait encore l'entraîneur aujourd'hui? Non, parce que la priorité, c'était Lucien Favre. Si Lucien Favre avait dit non et que Claude ait accepté les conditions, il serait entraîneur de l'OGC Nice encore aujourd'hui. Le génie de Nice, c'est d'avoir Puel dans une main et Favre dans l'autre. Et là, oui, là, tu te demandes vraiment comment ils ont fait. Parce que c'est en arrivé là, on parle quand même d'un coach qui a été sur la shortlist du Bayern de Munich, qui fait un boulot exceptionnel, dont tout le monde s'est demandé ce qu'il venait faire à Nice. Et tu étais encore en mesure, au mois de mai, de dire à Favre, non, finalement, on ne va pas faire ça avec toi, on va rester avec notre coach, quoi. Donc tu étais en mesure de lui dire non aussi. Donc là tu es dans les négociations de grands clubs. Après des mois de tergiversation, de bluff et de tension, Claude Puel quitte l'OGC Nice, 4 ans après son arrivée sur la Côte d'Azur. Il laisse derrière lui un club restructuré et développé à tous les niveaux. Contacté, le nouveau technicien de Southampton n'a pas souhaité répondre à nos questions sur l'épisode de son départ. Je pense que la page, à un moment donné, il fallait la tourner aussi, par rapport à des événements qu'il y a eu ces dernières saisons avec le coach, et ses fils notamment, le président, les supporters, etc.
Comme j'ai dit, Claude Puel a fait un travail énorme ici pendant 4 saisons. Il a pris le club qui jouait tous les ans pour le maintien. 2 fois, il l'a emmené en Coupe d'Europe. Il ne faut pas l'oublier. La réussite de Claude Puel ici est phénoménale. Il a lancé plus de 20 joueurs en première division. Les plus-values, la vente de Jordan Amavi à 15 millions d'euros à Aston Villa ou 13, je ne sais plus, c'est lui. Cosiello, c'est lui. Il a sorti des dizaines et des dizaines de joueurs. Donc la reconnaissance, elle est éternelle à 99,5% parce qu'il y a eu cette histoire des fils Puel, entre guillemets, qui a pourri la relation entre la direction et l'entraîneur. Claude Puel était un garçon têtu, je dirais à la limite, et il ne se laissait pas imposer, c'est lui qui voulait imposer son raisonnement, donc la rupture était inévitable. Mais aujourd'hui, ça va, on nous dit on va passer pour des génies parce que ça a marché, mais c'était pas une décision d'abord facile à prendre, et entre guillemets naturelle. On sort d'une 4e place, tout le monde dit vous jouez super bien, pourquoi vous changez quoi? Lucien, il a mis des mois et des mois pour arriver à la fin à nous dire oui. Et sinon, franchement, on aurait été embarrassé parce que remplacer Claude, c'est pas évident. Lucien, c'est autre chose, c'est un autre registre. Et je pense que Lucien, j'en ai une certitude, je ne sais pas où on finira à la fin de l'année, peu importe. Mais je pense que dans les 3 ans où il va rester au club, et peut-être plus, j'espère, il fera grandir le club. Le 24 mai, le club officialise l'arrivée de Lucien Favre pour 3 ans. L'entraîneur suisse de 59 ans, élu à 3 reprises meilleur technicien de Bundesliga, a été convaincu par le potentiel de développement du club. C'est le projet qui m'a titillé, quoi. Voilà. Puis l'équipe était 4e, donc je me dis s'il y a un projet, voilà, il y a une construction d'un centre qui est là en face, là, à 100 mètres de nous. Là, c'est déjà quand même quelque chose, quoi. C'est un signe, à mon avis, important. Aujourd'hui vétustes et obsolètes, et parfois même privées d'eau chaude, les infrastructures du club se modernisent. Après l'Allianz Riviera, inauguré il y a 3 ans, un nouveau centre d'entraînement et de formation est actuellement en construction. Entièrement financé par la vente de Jordan Amavi, parti à Aston Villa durant l'été 2015, pour une somme évaluée entre 13 et 15 millions d'euros, il sera fonctionnel en début de saison prochaine. Outil indispensable au développement du projet niçois, il devrait permettre d'accroître la promotion de jeunes joueurs en équipe première. Joue la cara, fais des efforts. Emers Faé, ancien milieu de terrain des Aiglons, formé à l'école nantaise, constate l'attractivité croissante du club envers les jeunes. On a beaucoup plus de parents qui nous sollicitent, on a beaucoup plus d'agents qui nous sollicitent, beaucoup plus de joueurs sollicités déjà par d'autres, parfois grands clubs, mais qui se disent qu'il y a Nice, il y a un projet, il y a une confiance aux jeunes qui est énorme, donc ils préfèrent amener leurs joueurs travailler ici parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un suivi quand même assez intéressant. La promotion de jeunes joueurs chez les pros et la nouvelle philosophie de jeu du club ont boosté la renommée de la formation niçoise. Un constat partagé par les moins de 17 ans Andy Pelmar et Lorenzo Percho, fils de l'ancien attaquant monégasque Dado Percho. Ça devient plus sérieux, plus structuré, par la preuve de ce centre qui devient nouveau, plus grand, plus spacieux. Et on devient encore plus intéressant dans le jeu en plus. On a choisi Nice, mais c'est parce que c'est plus familial. Ils font plus attention aux jeunes, leur progression. En plus, c'est plus facile de devenir pro, je pense, à Nice qu'à Monaco, qui est une grosse machine. Et voilà. Ouais, c'est sûr que c'est motivant. Quand on les voit, on rêve, on pense qu'on peut y arriver. C'est très très important d'avoir un réservoir de jeunes parce que sinon, il faut être réaliste. Nice ne pourra jamais concurrencer Paris, Lyon, Monaco, Marseille, qui vont bien se réveiller un coup, qui ont le potentiel. Lille va énormément investir dans le futur, ça c'est clair aussi. Donc voilà, c'est la seule façon pour Nice de pouvoir s'installer ou se stabiliser dans le haut du classement. Qu'est-ce que ça veut dire le haut du classement sur 20 équipes, dans les 6-8 premiers régulièrement? Le potentiel de l'OGC Nice a attiré cet été de nouveaux actionnaires.
Quelques jours après la signature de Lucien Favre, des investisseurs sino-américains ont racheté 80% des actions du club pour 20 millions d'euros et permis à Jean-Pierre River de réaliser une plus-value, une rareté dans le milieu du foot. Historiquement placé sous la direction de propriétaires régionaux, Nice, marque mondiale et vitrine de la Côte d'Azur, ouvre ses portes aux capitaux étrangers, suivant le modèle du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou l'AS Monaco. Jean-Pierre River a eu la délicatesse de me présenter les investisseurs potentiels. Et nous savons que si nous voulons grandir, nous devons passer par là. Il est évident que nous sommes en relation et en lien avec un pays dont chacun mesure l'étendue de la puissance, du marché qu'il constitue pour venir nourrir aussi notre économie et contribuer à notre croissance. Et ma foi, qu'il soit partenaire de notre club, pour moi, n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Sur le marché des transferts, les Niçois ont surpris tous les observateurs en attirant lors de la dernière semaine du mercato d'été 3 internationaux. Le milieu de terrain marocain Younes Belhanda, le défenseur brésilien Dante et surtout l'attaquant italien Mario Balotelli. Super Mario Balotelli! Avec ses stars et son jeu séduisant, Nice, malgré le départ d'Hatem Ben Arfa, change de dimension et attire la lumière. Tout le monde nous voit différemment. Avant, on parlait de Nice, on parlait de Cyril Roll qui avait mis une grosse cartouche sur son côté là-bas. On parlait de Balmont aussi qui faisait beaucoup de fautes, qui râlait. On parlait peut-être de beaucoup... En fait, on parlait beaucoup d'agressivité. On parlait beaucoup du Stade Duré qui faisait, entre guillemets, peur. Et aujourd'hui, quand on parle de l'OGC Nice, c'est putain, t'as vu le match qu'ils ont fait? T'as vu ce week-end, ils ont gagné 4-1 ou 2-0, mais l'adversaire n'a pas touché le ballon. On voit, admettons, l'interview qu'a fait Gilet, le joueur de Nantes, après notre match, qui a dit « Je me suis rarement fait balader comme ça, à part peut-être contre le PSG et le Bayern. » Pour nous, c'est magnifique d'entendre ça. Quand on voit 450 000 par mois pour Balotelli, ou 250 000 pour Danta ou 200 000 pour tout cela, vous faites le total et finalement on atterrit, d'après ce que je sais et ce que j'ai vu, à un budget qui ne dépasse pas les 45-50 millions. Tout en incluant ses salaires. C'est pas mal. C'est pas mal géré. 9e budget du championnat, le club s'appuie néanmoins sur un modèle économique encore perfectible. Les écarts de salaire du vestiaire peuvent, à terme, troubler l'équilibre de l'effectif. L'Allianz Riviera, rarement remplie malgré les résultats et le spectacle proposé, ne génère pas encore de bénéfices. Le recrutement de stars et le beau jeu prôné par Lucien Favre sont les paris des dirigeants pour conquérir le public niçois. Cette année, ça commence à prendre. Je peux vous dire que si on lance la commercialisation des loges ou ainsi de suite en mois de janvier, je suis sûr qu'on est plein pour l'année prochaine. Les gens commencent à comprendre que c'est un vrai travail de construction. Donc moi, je demande juste une chose à un entraîneur, c'est que le club continue à progresser dans son beau jeu, dans l'entrée des jeunes, et que les gens prennent du plaisir. Le foot, c'est du plaisir. Ça doit être du plaisir pour les joueurs, pour les spectateurs, pour tout le monde. La première partie de la saison a confirmé les ambitions de l'OGC Nice. Mais jusqu'où le club peut-il désormais aller? Ces nouveaux moyens financiers, ces nouvelles structures, ces jeunes et ces stars doivent lui permettre de s'installer durablement parmi les clubs français qui comptent. Avec toujours cette exigence de combiner réussite sportive et football populaire.